J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Étant fille qui vient de quartier, de couleur, à diplôme égal, le salaire n'est pas forcément le même. Tu te sentais quand même dans l'obligation de justifier pourquoi tu es là. J'avais un masque de la parfaite salariée qui faisait tout pour plaire aux autres. Un jour, ton corps il craque. C'est un mot très fort, la dépression. Oui. Parce que tout de suite, quand on parle de dépression, les gens vont penser elle est folle. Ouais. Aujourd'hui, je ne travaille plus. Parce que moi, ma mission est d'aider les femmes à dégommer le stress pour avoir une vie paisible et surtout être au courant de leur potentiel en fait. Bonjour à toutes, ici Rookie Néné. Vous me connaissez dans le domaine du sport et de l'afromoufit. Mais aujourd'hui, j'ouvre un nouvel espace. Vous les femmes. Depuis plus de 12 ans, j'ai eu envie de créer un endroit où l'on parle vrai. Des parcours inspirants, des récits authentiques et sincères, mais aussi la parole de professionnels du bien-être et de la santé féminine. Ici, on partage, on apprend, on se reconnaît parfois, mais surtout, on avance ensemble. Alors mesdames, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et embarquons ensemble dans ce tout premier épisode de Vous les femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme remarquable et inspirante. Quelqu'un dont le parcours et la parole vont, j'en suis sûre, résonner avec vous. Bonjour Abby et merci d'être présente aujourd'hui avec nous. Rocky, je te remercie de ton invitation. C'est avec un réel plaisir d'être ici et surtout d'inaugurer cette première. Plaisir partagé. Donc Abby, présente-toi et dis-nous qui tu es. Alors, Abby, qui je suis? Je vais te répondre, moi je suis une femme déterminée, une femme épouse et mère. Mais je vais commencer par le côté femme. J'ai 3 enfants, j'ai 45 ans, même si ça n'y paraît pas. Je vous le confirme. J'ai 45 ans et je suis l'aînée d'une grande fratrie. On est 12 en tout dans la famille. Machallah. Oui, exactement. Donc, quand on est l'aîné, il y a beaucoup de responsabilités. Et j'ai travaillé dans les ressources humaines. Je pense qu'on en parlera au fil de la discussion. Exactement. Et avec énormément de charges. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai fait une reconversion professionnelle que l'on va aborder également. Donc, la présentation, c'est vraiment Abby, la fondatrice de la marque Abyssma Bien-être. Parce que moi, ma mission est d'aider les femmes à dégommer le stress pour avoir une vie paisible et surtout être au courant de leur potentiel, en fait. Briller. D'accord. Parfait, très bien. Alors Abby, nous raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel parce que c'est à travers ce parcours professionnel que l'on va arriver dans le vif du sujet. Ah, mon parcours professionnel. Alors, tout a commencé en fait quand j'ai été en BEP. J'ai commencé par un BEP, je voulais être infirmière. Je voulais tout simplement soigner les gens, apporter du bien-être, la santé. Bon, à l'époque, c'était pas bien-être, je ne connaissais même pas ce qu'était bien-être. Et j'ai fait un stage en oncologie. En oncologie, c'est là où on voit les personnes mourantes. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Je veux soigner, mais je veux pas ce type de soins, quoi, en fait. C'était trop difficile d'être confronté à la mort d'aussi près. Exactement. Quand on a à peine 19 ans, on se retrouve à une personne, ça date, hein, et pourtant, je me souviens encore du visage de cette personne agonisante, quoi, en fait. Et c'est là que j'ai bifurqué dans les ressources humaines. Et en rentrant dans les ressources humaines, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup aidé mes collaborateurs. Moi, mes collaborateurs, je ne les voyais pas comme des N-1. C'était un partenariat. On avance ensemble. Et avec beaucoup de charges professionnelles, parce que quand on est l'aîné d'une famille, on a une certaine responsabilité que l'on transporte avec nous, même au travail. Il n'y avait pas de limite, quoi, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'ai eu plusieurs entreprises dans les ressources humaines. J'ai essentiellement fait ça. J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. En étant fille qui vient de quartier, de couleur, à diplôme égal, le salaire n'est pas forcément le même. La considération n'est pas le même également. Et quand on vit toutes ces choses-là, on a envie de faire toujours plus. De prouver. Donc tu avais toujours ce sentiment de devoir prouver ta place, de justifier ta place. Pourtant, tu avais les mêmes diplômes que tes collègues et tu avais le même parcours scolaire. Donc tu te sentais quand même dans l'obligation de justifier pourquoi tu es là. Exactement. Toujours aller au-delà. Même ce qu'on ne me demandait pas, il fallait que je fournisse plus, quoi, en fait. Parce que je me disais, bon... Et à l'époque aussi, on était à l'époque où, je ne sais pas si tu te souviens ou pas,
bleu, blanc, rouge, on nous catégorisait un peu, quoi, en fait. Et donc, moi, j'étais dans les ressources humaines. Et à chaque fois, j'étais la seule fille de couleur. Quand j'allais dans les événements, j'étais la seule fille. Et donc, de par cela, je me donnais toujours cette pression. J'avais cette pression de toujours être bien maquillée, bien vêtue, tout ce que tu veux, quoi, en fait, pour être, elle est bien, quoi, en fait. Pour sortir du lot, tu avais besoin d'avoir un peu, pas comme une carapace, mais en tout cas de toujours être présentable et qu'on se dise, ah oui, bah, elle est limite, elle est black, elle est noire, mais elle est bien, elle présente bien. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais à quel prix, quoi, en fait? D'être toujours limite... comment on appelle ça? Être avec la cravate. Oui, toujours serré, tu as l'impression d'être toujours, tu dois toujours être au garde à vous, en fait. Exactement, c'est ça. Toujours être au garde à vous et ne pas être moi-même. Ne pas être toi-même. J'avais un masque de la parfaite salariée qui faisait tout pour plaire aux autres. Tu n'avais pas le droit à l'erreur, en fait. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Puisque quand on vient des quartiers, qu'on est là, on nous montre qu'en fait, en quelque sorte, en tout cas à l'époque, c'est une chance d'être là, en fait. C'est un privilège. C'est un privilège. Ouais. Toi, tu as eu la chance, tu as quitté, tu as un poste dans les ressources humaines. Limite, estime-toi heureuse. Et quand on a ça, on se tue à la tâche. Parce que moi, c'est clairement ça. Je me suis tuée à la tâche, vraiment, quoi, pour vraiment plaire. Et quand on se rend compte que finalement, il n'y a pas de reconnaissance de tout ce travail que tu fournis, c'est-à-dire travailler le week-end, travailler les jours fériés, les vacances, sans limite. Sans arrêt, en fait, c'est sans relâche. Sans relâche. Il n'y a pas de temps, il n'y avait pas de temps pour toi. Non. Il n'y a pas de vie privée, vie professionnelle. Ta vie privée était confondue avec la vie professionnelle. Et ça, j'ai beaucoup appris dans les ressources humaines. Clairement, j'ai énormément appris parce que ça a été l'ouverture vers l'entrepreneuriat. Et clairement, l'entrepreneuriat est beaucoup plus, entre guillemets, facile pour moi parce qu'il y a des choses que j'ai vues côté Bien RH. sûr. Mais à quel prix, quoi, en fait? C'est ça. À quel prix? Et combien de temps ça a duré, ce travail acharné, vraiment ce sentiment d'être enfermé? Combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a duré avant que tu ne craques? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Au début, les premières années, on va dire les 10 premières années. Ah oui, quand même, 10 ans. Oui, 10 ans. Je m'éclatais dans le sens où il y avait toujours des challenges. D'accord. Il y avait toujours des challenges et moi, j'aimais ça, en fait. Et ensuite, je suis arrivée à la phase où j'ai eu mes enfants, mes deux autres, parce que la première elle était déjà née, tout simplement. Et après, mes deux autres ont suivi. Et c'est là où les responsabilités, la charge, le poids sur les épaules... Ça a commencé à devenir compliqué. Et je m'en souviens même à tel point où c'était compliqué, limite, je devenais tyrannique à la maison, quoi, en fait. Parce que j'avais cette pression et que je ne savais pas gérer, en fait. Et ça a duré en tout 17 ans, mais c'est les dernières années, à partir de la Covid, d'accord, que tout s'est un peu, accéléré, accentué. Et ça, je pense que c'est lié au fait que, avec le Covid, réduction budgétaire, etc. Bien sûr. Et quand un collaborateur quitte la société, on ne le remplace pas forcément. Donc, double travail, encore plus de travail. C'est ça. Énormément de travail. Et donc, un jour, ton corps, il craque. Tu essaies de te lever, rien à faire. Et là, tu es consciente, en fait, qu'il y a un problème, tu es consciente de ça. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de me lever, rien à faire. Donc, vraiment, on va prendre au mot pour les mots. Tu n'arrivais plus à te lever. Non. Physiquement, tu étais complètement éteinte. J'étais là, j'étais dans mon lit, rien à faire, le corps limite inerte, quoi, en fait, éclaté. Et c'est en allant voir mon médecin qui me connaît, qui me dit, Madame Camara, c'est un burn-out que vous faites. Et là, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Un burn-out? Et on a toujours cette étiquette de dire les burn-out, toutes ces choses-là, ça arrive qu'aux gens fragiles, etc. Est-ce que tu savais qu'est-ce que c'était un burn-out? Ou c'était juste
tu te dis petite dépression, burn-out, qu'est-ce que c'est, une fatigue? Est-ce que tu savais vraiment l'impact de ce mot qui est le burn-out? Parce que maintenant, on l'utilise beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant et qui touche de plus en plus de femmes et aussi d'hommes. Donc, tout le monde est quasiment touché dans la population. Est-ce que vraiment tu connaissais ce mot? Ouais. Alors, je le connaissais ce mot parce qu'en fait, quand on est dans les ressources humaines, on voit des personnes, on discute avec des personnes. Et là, je vais être honnête avec toi, de ma posture, etc., je me disais, mais attends, elle, encore une fois, elle est fragile, etc. Voilà. On est énorme à avoir ce type de jugement. On se dit que ça arrive qu'aux autres, en fait. Qu'on est trop forte et que nous, on ne peut pas être touché par un burn-out. Exactement. Sauf que quand ça te touche, tu te dis, mais en fait, la personne, elle était réellement en souffrance quand elle venait te voir. Et je voyais burn-out, mais je ne savais pas jusqu'à où et ce que ça a engendré dans la vie de la personne, quoi, en fait. Et donc là, tu te lèves plus. Je me lève plus. Hospitalisée aussi. D'accord. Parce que, en fait, chaque femme a sa signature, j'aime bien dire ça, ou... que ce soit du stress ou du burn-out ou des effets, et ben moi, c'est des vertiges que ça provoque. Des vertiges à tel point que je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. Tu arrivais à manger ou tu... Non, c'est très difficile. Il fallait aller à l'hôpital pour avoir des perfusions. D'accord, ah oui. Et quand tu as 2 fois, 3 fois, parce qu'en fait, au travail, j'avais beaucoup de charges, on était sur un projet, etc. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'emprise. Et en fait, j'emmagasinais tout plein de choses. Et mon corps, il me donnait des signaux. Hein. Mais peut-être tu refusais. Parce que souvent, on refuse. On les voit, on les sent, mais on les ignore. J'en avais énormément. J'en avais énormément, que ce soit au dos, les migraines, une fois la perte de contrôle de ma voiture. D'accord, oui, donc tu avais quand même des signaux qui étaient quand même bien présents. Oui. Et bien intense, mais tu les as ignorés parce que peut-être que tu as mis ça aussi sous le coup de la fatigue, d'une grosse fatigue. C'est ça. Je me suis dit, bon, ça va aller, je prends juste mon moringa et ça y est, c'est fini. Mais non. Jusqu'à ce que le médecin il te prescrive même des antidépresseurs. Parce que là, comment tu te sentais mentalement, en fait, dans ta tête? Comment tu étais? Parce que le burn-out, oui, ça touche le mental, ça touche le corps, mais ça touche aussi le mental. Oui. Je peux passer mon temps à pleurer. J'ai vu des photos de moi dernièrement en scrollant de mon téléphone. Je ne me suis pas reconnue. Je me suis dit, waouh! Parce que tu avais le visage marqué, peut-être une perte de poids, peut-être le teint terne. C'est ça. D'accord. Teint terne. J'avais perdu énormément de poids. Les yeux qui rentrent au fond. Mes cheveux, je les avais perdus. Ah oui. Mes cheveux, en fait, j'ai toujours eu des cheveux hyper noirs, ébènes, sans coloration. Et je regarde des cheveux hyper blancs. Voilà. Et une forme de fragilité, quoi, en fait. Même quand je marchais, limite, il me fallait, sans exagérer, un soutien pour marcher. Pour aller aux toilettes, il me fallait l'aide d'une personne. Oui, donc tu n'étais plus maître de ton corps, en fait. Non, du tout. Tu étais vraiment atteinte physiquement, ça t'a vraiment, ça t'a mis à terre, en fait. Ça m'a mis à terre. Et comment ça s'est passé, ton mari, tes enfants, quelle a été leur réaction, en fait? Beaucoup de peur. Beaucoup de peur pour mon époux, parce que pour mon époux, ça fait plus de 23 ans, on est ensemble, on se connaît. Et il ne m'avait jamais vue comme ça. Il m'a toujours vue toujours forte, toujours regarde à vous, elle est toujours au taquet. Elle gère ma femme, etc. Toujours forte. Et là, il se retrouve avec, excuse-moi du terme, mes loques, quoi, en fait. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pareil pour mes enfants. Par exemple, ma fille Amina, quand ça s'est arrivé, elle n'avait pas encore 10 ans, je crois qu'elle avait 7-8 ans, qui m'accompagnait aux toilettes. T'imagines un peu. C'est une charge aussi, peut-être aussi, elle devait avoir peur de perdre sa maman, de voir sa maman dans cet état. Parce que c'est ça aussi, c'est quand les gens ont l'habitude de nous voir d'une certaine manière, le jour où on tombe, c'est très difficile pour eux, en fait, parce qu'ils n'ont pas cette habitude de nous voir comme ça. Et tout de suite, je pense que la peur, elle se fait encore plus grande que pour une personne qui, on a l'habitude de la voir un petit peu au ralenti. Mais quelqu'un comme toi qui est toujours battante, toujours debout, toujours qui fait 100 000 choses à la fois. Exactement. De te voir comme ça, c'est effrayant en fait. Ça a dû être très effrayant pour eux.
que ce soit pour mon mari et même ma maman, en fait. Pareil. Ma maman, c'était limite tout le temps au téléphone. Est-ce que tu vas bien? Etc. Et même la famille proche, en fait, mes sœurs tout simplement, me voir comme ça. J'ai une sœur, elle était sur cette phase-là, elle est passée à la maison quand elle m'a vue. Mais vraiment, c'était le choc. Elle me voit, c'était le choc. Et c'est là où je me suis dit, ouais, je vais tout faire pour me sortir de là, pour mes enfants, en fait. Et bien sûr, pour mon mari, parce qu'on ne l'oublie pas. Bien sûr. Voilà. Et après ça, je prendrai soin de ma vie parce que la santé, franchement, ça tient que sur un fil. Quand le médecin m'a vu et qu'il a vu mes examens, en fait, mes bilans sanguins, il m'a dit, mais je ne comprends pas, en fait, avec tous ces constances au niveau très bas, comment vous tenez, en fait. Que vous soyez encore debout. Ouais. Mais est-ce qu'on t'a parlé de dépression? Oui, on m'a parlé de dépression. Et toi, tu te sentais en mode dépressive? Non, du tout. Du tout. Je ne me sentais pas en mode dépressive. Peut-être parce que j'avais encore ce masque, je cachais les choses ou que je... Tu te refusais peut-être de te dire que tu étais en train de faire une dépression? J'étais dans le déni. Ouais. J'étais Parce clairement que c'est un mot fort quand même. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort, la dépression. Oui. Parce que tout de suite, quand on parle de dépression, les gens vont penser elle est folle. Ouais. Ils vont mettre ça sous le coup d'une maladie mentale, en fait. C'est ça. Et ça, on veut pas l'entendre. Exactement. Surtout chez nous. Bien sûr. Ces choses-là, en fait, c'est... ou sinon, on va commencer à penser à tout ce qui est mystique. Mystique, ouais. Voilà. Et non, ce n'est pas du mystique. Et le fait de ne pas s'écouter... faire une dépression, c'est pas être faible. Hein. Oui, ça doit pas être un tabou. Ça doit pas être un tabou, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je suis contente que tu m'invites ici pour que, justement, on casse avec toutes ces croyances qu'on nous met dans nos têtes par rapport à ces troubles mentaux, parce que ça fait plus de mal qu'autre chose d'être dans le déni. Moi, ça m'a permis le fait qu'ils le disent, que c'est écrit noir sur blanc, parce que c'est écrit noir sur blanc sur le document d'arrêt de la Sécurité sociale, dépression, le volet numéro 3 que tu envoies à la CPAM. C'est écrit. Le fait de le voir et de dire, mais mince, c'est écrit. C'est réel, hein, pour toi, c'est devenu une réalité. Tu as peut-être là pris conscience de la gravité de ton état. Et quand on te donne aussi l'ordonnance d'aller acheter les médicaments pour la dépression, tu dis oui, clairement là, c'est bon, on arrête de jouer. On arrête de jouer. Et ça t'a pris combien de temps vraiment la prise de conscience entre le moment où tu es tombée, enfin que tu n'arrivais plus à te relever, et où tu as vraiment pris conscience que là, tu faisais une dépression, tu étais en état de burn-out total? Je pense que quand tu sors de l'hôpital et que les perfusions, et que tu rentres à la maison, et que les enfants vont à l'école, etc., et que là, tu te retrouves toute seule là, seule dans ton lit, et tu dis, bon, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais il n'y a personne là, en fait. Et tu dis, ouais, là, je suis vraiment au fond du trou. Et que tu as ton téléphone, tu regardes dépression, Bah oui, la définition. La définition, comment s'en sortir, quoi faire, qui aller voir. Parce que je ne voulais pas dépendre que de médicaments. Je connais les effets. Je ne voulais pas dépendre de que ça. Je me suis dit, bon, j'en ai besoin pour aujourd'hui parce que je suis... Oui, tu ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Et une fois que je sors de là, qu'est-ce que j'allais faire? Et là, j'ai commencé à planifier, toujours en mode action, malgré mon... malgré ton état. Malgré mon état. Et... c'est là, en fait, où j'ai pris conscience vraiment que c'est là, ça m'est arrivé. Ouais. Est-ce que dans ce moment-là, tes collègues, là où tu travaillais, est-ce qu'ils ont pris des nouvelles? Parce que on peut dire que c'est un petit peu à cause du travail aussi, cette charge mentale. Est-ce qu'ils ont été présents? Ou est-ce qu'ils ont été là? Est-ce qu'ils ont été avenants? Ou alors, elle est plus là, bon, on la remplace, parce que c'est un petit peu ça aussi dans le monde du travail, personne n'est irremplaçable. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Ouais. Alors là, je vais être très honnête, franchement, j'ai une DRH qui était très humaine, très empathique, et j'avais des messages d'elle. Également, j'avais un collaborateur où on est resté encore en relation, mais même encore aujourd'hui, qui prenait de mes nouvelles. Et ce côté humain aussi m'a aidé de dire, bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup pour l'entreprise, mais
ils ne m'ont pas oubliée en fait. En tout cas, certaines personnes. C'est pas tout le monde. Oui, bien sûr. Peu importe la société, c'est pas tout le monde. Mais le fait de voir la DRH également prendre des nouvelles. Oui, ça rassure aussi quelque part. Ça voilà. rassure quelque part. Exactement. D'accord. Donc, c'est beaucoup de prise de conscience de se dire en fait que là, tu prends, en tout cas pour ma part, j'ai pris conscience de l'importance de ma santé à partir de ce moment-là en fait. Et comment tu as fait? Alors là, tu es pas bien, tu prends des traitements, tu essaies de t'en sortir parce que quand même, quelque part, tu es forte. Tu es forte physiquement et tu es forte dans ta tête. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour me sortir de là? Parce qu'il y a des gens, ils sont en dépression, ils font des burn-out, ils n'arrivent pas à se relever. C'est dramatique, c'est très grave parce qu'il y a énormément de personnes qui ne se relèvent pas en fait. Beaucoup. Et ça dure des années et des années. Beaucoup. Alors toi, tu avais cette chance de pouvoir te relever. Comment tu as fait? Où tu as été puiser cette énergie et cette force qui a fait que tu t'es dit non, moi, je ne vais pas rester dans ça. Il faut que je m'en sorte. Déjà, je m'étais beaucoup intéressée à la naturopathie parce que j'avais des douleurs dans le corps avant cet épisode de burn-out. Donc, il y avait toutes ces choses-là qui m'ont aidée. Et je suis forte sans vraiment l'être parce qu'en fait, ce qui a été l'un de mes piliers, je pense, c'est mon époux. C'est mon époux et aussi ma mère. De la voir, de recevoir ces messages de soutien. Limite de dire aussi la religion. Ça aussi, la religion, oui, ça la foi, c'est très important. La foi m'a aidée. La foi m'a énormément aidée. Les moments où ça n'allait pas, en fait, je prenais mon Coran et il y avait des parties qui me tombaient, c'est incroyable, c'était le mot qu'il fallait. Tu te sentais, tu avais l'impression que ça a été écrit pour toi moi, à ce moment-là où tu les as lus. À cet instant-là, c'était pour moi. Et je lisais, en fait, il y en avait un qui m'avait vraiment, que j'ai retenu, c'est en fait, Dieu ne te donne pas une charge que tu ne puisses supporter. Et à partir de là, je dis, là, c'est mon épreuve. Il y a des messages à travers ça. Et j'ai suivi ces messages-là. Et ma vie, elle est autre quoi, en fait. Je t'assure, ma vie, elle est autre. Je gagnais extrêmement bien ma vie quand j'étais dans les ressources humaines, mais jamais d'économie, je dilapidais, etc. En fait, cet argent, tu n'en voyais pas le bénéfice, en fait. Je n'en voyais pas le bénéfice. C'était limite, l'argent, c'est infini. Clairement, c'est infini, on le sait, mais l'utilisation n'était pas dans le bon sens, tu vois. Et en fait, je me suis dit, en fait, tout ce qui m'arrive là, Dieu l'a fait vraiment pour que pour que tu prennes conscience. Ouais. Que l'activité salariale, là, c'était bénéfique. L'argent que j'ai eu, c'était bien. OK, je me suis amusée, on a voyagé, on a tout fait. Mais là, maintenant, il y a un nouvel canal, en fait, de ta vie, en fait. Il y a des personnes qui, comme tu l'as si bien dit, ne s'en sortent pas du burn-out, des effets, des conséquences. Elles font des rechutes. Toi, quelle est l'expérience que tu tires de ça? Moi, quelles sont les leçons que tu en as tirées, en fait? Les leçons que j'en ai tirées, je me suis dit, OK, moi, j'ai ces ressources-là, je suis capable de me relever. Encore une fois, OK, je vais te préciser, ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai été accompagnée. J'ai payé des thérapeutes. Il y en a même qui m'ont au vu de ma vulnérabilité, qui en ont profité. Bien sûr. C'est pas grave. Ça m'a permis de dire, bon, OK, toi, quand tu vas bâtir ton sas de décompression, ton espace pour accueillir d'autres femmes, tu sais comment tu vas faire les choses. Les qualités que tu vas développer plus parce que la personne, elle sera en attente de ça. Ça, c'était l'élément un peu, le fil rouge que je tenais en me disant, bon, Abby, il faut que tu t'en sortes parce que toi, tu as cette force-là pour aider d'autres personnes. Donc en fait, dans ton processus de guérison, on va dire vraiment les deux choses qui t'ont sauvé ont été la foi, un grand pas encore plus pour affermir ta foi. Exactement. Et ton entourage proche, c'est-à-dire ton mari. Il faut quand même le féliciter, le souligner parce que c'est pas tous les hommes qui restent. Il y en a beaucoup que si ça t'arrive, ils vont partir tout simplement, ils vont fuir leurs responsabilités. Donc il est resté malgré tout. Il t'a soutenu, malgré ton état mental, on va dire, et ton état physique. Il a été présent, il a été là, ça a été vraiment un tremplin. Donc j'imagine que ça a raffermi vos liens, ça a ressoudé l'amour. C'est important de le dire, c'est important parce que c'est quand même, c'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est vrai que j'ai des retours de femmes qui disent
Il s'en est allé. Moi, même quand je vomissais, excuse-moi, mon mari ramassait, quoi, en fait. C'est vraiment l'amour. C'est ce qu'on appelle le vrai amour. Quand on dit c'est pour le meilleur et pour le pire, voilà. Là, c'était le pire et il est resté. Il est resté pas une fois, pas deux fois, mais vraiment. Et c'est là où tu prends conscience que l'homme qui est là, en fait, est précieux. Est vraiment précieux. Moi, mon mari, il est précieux, quoi, en fait. Parce que il aurait pu très bien dire, bon, je vais aller prendre une jeunesse. Bien sûr, ça y est, elle a fait son temps, moi je vais pas me prendre la tête, à ramasser du vomi, elle est malade, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, elle est plus aussi pimpante qu'avant. Parce que la maladie, ça touche physiquement. Ça touche physiquement. Et puis quand on a l'habitude de voir une personne d'une certaine manière, tout de suite, le physique, c'est vrai que ça peut repousser. C'est ça. Ça peut être un frein dans la vie de couple. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Non, il m'a toujours motivée. À féliciter. Et il m'a toujours soutenue, en fait, en disant « Mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. C'est des épreuves. » Il aime bien dire ça, c'est des épreuves, c'est Allah qui fait, etc. Il lui dit toujours ça, c'est ça. Et t'inquiète pas, ça va. Et il a raison. Et je pense que ça a été un vrai soutien. Sans ça, je pense que ça aurait été difficile pour moi. Parce que c'est une personne, c'est une personne ressource. Une personne de confiance. Et ça, c'est vraiment important pour que les femmes, par exemple, tu as des femmes, des mamans solo, qui se retrouvent dans ce type de situation. C'est vrai que c'est dur. C'est dur, c'est de trouver des personnes ressources. Que ce soit toi, à travers l'activité sportive, moi, les massages, l'écoute, toujours s'entourer, en fait, pour ne point périr. Pour ne pas périr. Ouais. Donc là, tu t'es dit, ok, je vais m'en sortir. Tu t'es dirigée vers tout ce qui est naturopathie. Oui, exact. Donc tu as vu des spécialistes. Oui. Et c'est là où peut-être tu t'es dit, j'aime cette voie, j'aime bien dans la direction que je suis en train de prendre. Exactement. En fait, j'ai vu beaucoup de spécialistes. J'en ai vu. Il y en a qui m'ont aidé, il y en a qui m'ont pas aidé. Tu as été voir un psychiatre ou ça? Oui, d'accord. Oui. Okay. J'ai été voir un psychiatre. Pour moi, c'est important. Et ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Après, c'est vrai que les psychiatres, c'est beaucoup l'écoute, ils te laissent sortir, etc. Vider les choses, ton sac. Vider. Et c'était nécessaire, parce que j'avais énormément de choses à vider. Mais après vider, maintenant, il y a autre chose à faire, en fait. C'est traiter, j'ai envie de dire, toutes ces choses-là qui ont été cassées, liées aux émotions, liées aux croyances, liées même à tout ce qui est la loyauté familiale. Voilà. Vis-à-vis de tout ça, pour moi, c'était avec les thérapeutes que j'ai vu toutes ces choses-là. Et en voyant ça, par exemple, il y a la technique que je me suis formée, l'EFT, technique de libération émotionnelle. J'étais accompagnée, je me suis dit, mais cette technique, elle est très bien. Et finalement, j'ai fini par me former et d'aider d'autres femmes avec cette technique. Donc, on sort du burn-out. C'est ça. Et on se dit, maintenant, c'est à mon tour d'aider les femmes. Exactement. Raconte-nous. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, je ne travaille plus. Je me lève chaque matin pour apporter du bien-être. Donc, ce que j'ai fait une fois que j'ai été soignée, parce que ma santé mentale, etc., que j'ai vu que ça allait bien, qu'on a baissé les traitements, qu'on a arrêté les traitements. Tu es restée combien de temps dans ces traitements ? À peu près 1 an. D'accord. Voilà, par rapport à d'autres personnes, c'est bien plus. On peut dire que c'est court, mais en même temps, c'est long. C'est très parce long. que la vie est chamboulée, mais 1 an, c'est 1 an de dépression, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et je pense que ce qui m'a aussi aidée, c'est tous les traitements, enfin, toutes les techniques naturelles que j'avais mis de côté, ou peut-être il y en a qui sont en perfusion de moringa qui est resté dans mon corps, qui m'a aidée. Mais c'est ça qui a peut-être soutenu, qui m'a permis de sortir, j'ai envie de dire, rapidement par rapport à d'autres personnes. Il y a aussi une reconnexion avec la nature. Ah, beaucoup. Parce que la nature, c'est important. Peut-être qu'on la néglige un petit peu trop. Ouais. Mais toi, vraiment, tu as puisé aussi cette force et cette énergie dans la nature. Beaucoup dans la nature. Et même encore aujourd'hui, il m'arrive de marcher pieds nus parce que c'est une connexion, en fait. Là, ces ressources qu'on a, c'est pas pour rien, en fait. Les plantes qu'on a, c'est pas pour rien. Pour moi, chaque pathologie, chaque maladie, hormis la mort, a son remède. Naturel. Je ne dis pas encore une fois qu'il faille retirer tout ce qui est médecine. Générale, on est d'accord. Chacun a sa place. Et parfois même, c'est de travailler ensemble. On a des résultats extraordinaires. Moi, c'est ce qui m'a permis. J'ai eu les soins psy, etc. Et à côté, j'ai eu le côté naturel. Et ça m'a aidé. Donc toi, tu t'es dirigée vers la voie de la naturopathie.
Oui. Et tu as fait des formations, tu as laissé complètement le monde des DRH. C'est ça. Hein, et tu t'es reconvertie dans la naturopathie. Exactement. La naturo, j'étais déjà certifiée, même quand j'étais encore salariée. J'ai rajouté des massages liés aux émotions que l'on peut avoir au niveau du ventre. Parce que comme on le sait, notre ventre, c'est lié. Tout est lié. Et c'est notre second cerveau pour débloquer toutes ces choses-là. La technique psycho avec l'EFT, avec beaucoup d'expressions, on parle, et on va stimuler des parties du corps, les méridiens, qui vont permettre de déloger les blocages qu'il y a et de se dire, finalement, j'arrive à faire des choses. J'ai des clientes, quand elles viennent, elles me disent, mais en fait, je pourrais faire comme ça, etc., etc. Prise de conscience. Et donc, c'est là où j'ai créé, j'avais déjà ma structure, mais là, je l'ai réorientée vers le bien-être, la prise en charge de tout ce qui est blocage émotionnel pour aider la femme. Encore une fois, j'œuvre comme toi, aider la femme pour qu'elle puisse comprendre qu'elle a du potentiel. Une fois que toutes ces problématiques sont délogées, pour qu'elle puisse se dire, finalement, j'avance en fait. Mais pour aider ces femmes, il a fallu d'abord que tu te soignes toi, que toi tu ailles mieux, pour pouvoir apporter les meilleures choses à ces femmes. Clairement. Je ne peux pas aider une personne si moi-même je suis bancale. C'est comme la personne qui dit, je vais t'aider à perdre du poids alors qu'elle pèse... voilà. C'est l'aveugle qui guide l'aveugle, sinon... C'est ça. Donc, du coup, oui, clairement, j'ai vu que moi, j'allais mieux. Je me sentais bien. Là, quand même, aujourd'hui, je vois que ça ne va pas très bien et que même mon agenda est rempli, je vais contacter la personne et dire, on annule, je ne me sens pas bien. Je ne vais pas lui apporter mon énergie, entre guillemets. Voilà. Parce que tu as compris aussi que tu avais besoin d'avoir du temps pour toi. Oui. Et ça, c'est important. Les femmes doivent conscientiser qu'elles doivent se prioriser et prendre du temps pour elles. Parce que si ça va pas, physiquement, tout s'effondre en fait. Exactement. Comme toi, tu ne pouvais plus te relever, tu ne pouvais plus rien faire. Donc, tu ne pouvais plus faire à manger. Rien. Tu ne peux plus faire le ménage. Non. Tu ne peux plus t'occuper des enfants, ni de ton mari. Donc, c'est tout le cercle familial, tout le noyau, le pilier qui s'effondre. Exactement. Et toi, tu as eu la chance parce que tu as eu un mari qui est présent. Oui. Mais une maman qui est toute seule avec ses enfants, qui s'effondre, qu'est-ce qui se passe ? La famille Là, ça devient très compliqué. Très compliqué. Donc, les femmes doivent apprendre à se concentrer sur elles-mêmes, à prendre du temps. Et quand ça va pas, on doit savoir dire stop. Exactement. Et c'est bien que tu le précises ça, en fait, parce que énormément de femmes, j'en ai reçu plus de 250. D'accord, donc parce que maintenant, tu as ton cabinet. Oui, j'ai mon cabinet, je suis installée. Depuis 2023, je suis installée, je reçois des femmes, elles viennent au cabinet pour diverses problématiques. Il y en a qui vont venir parce qu'elles ont du syndrome prémenstruel, il y en a qui vont venir parce qu'elles ont des tensions dans le dos, etc. Diverses raisons, encore toujours souvent liées au stress, parce qu'on ne fait pas souvent le lien entre nos douleurs et le stress. On se dit, j'ai mal, ça y est, c'est fini. J'ai mal dormi, j'ai mal au dos, j'ai une mauvaise literie, j'ai pas des bons coussins. Mais on ne fait pas le lien direct avec le stress. Exactement. Il y a différents types de stress. Oui, il y en a deux. Tu as le bon stress qui va te booster, qui va te permettre d'avancer, etc. Et le stress chronique, celui qui est là depuis à peu près 3 mois et qui s'installe et que tu es en mode survie. On appelle ça le mode de survie, c'est-à-dire H24, tu es en mode combat ou fuite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton cerveau, en fait, il est en train de dire, ça va pas, il y a du danger. Et le cerveau, il a comme mission à tout être humain de nous préserver du danger. Et s'il voit qu'il y a une situation qui se rapproche à quelque chose qu'il a enregistré, peut-être à ta naissance ou quand tu étais à la maternelle, etc., ça va revenir. Tu as des personnes qui sont en hyper-vigilance tout le temps. Donc ça, c'est dû au stress. Et ça, c'est dû au stress. C'est ce qu'on appelle stress chronique. Stress chronique, qui est installé et qui a beaucoup de conséquences. Hypertension, les troubles digestifs, ballonnement, gaz, les migraines, tous ces maux-là. Est-ce que ça peut jouer aussi sur l'organe reproductif de la femme? Oui, parce que ça crée en fait une inflammation qu'on appelle inflammation Bagrate. Pourquoi? Parce qu'il va arriver de manière insidieuse. Tu ne te rends même pas compte, cette inflammation-là. Et qui dit inflammation, c'est comme si, pour imaginer, tu as du feu dans ton corps. D'accord. Sauf que ce feu-là, il ne va pas t'aider. Il faut de l'eau. Il se consume. Voilà, petit à petit. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui viennent au cabinet qui ont cette problématique-là. On me dit que tout est bon, les résultats, les examens. Oui, mais elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Inflammation.
inflammation, stress. Tu vois. Même, tu vois, des femmes aussi, toutes fines, avec un gros ventre. Ouais. Cortisol, l'hormone du stress. À ne pas négliger, en fait, le stress a énormément de conséquences. Les AVC, crise cardiaque. Mais est-ce que du coup maintenant on entend stress Ouais. partout? Est-ce que maintenant les gens du coup ils prennent pas ça un petit peu à la légère? Oh C'est t'es ça. stressé, oh arrête de stresser, oh c'est rien t'es stressé. Or que c'est quand même un mot qui est fort et on Ouais. devrait pas le minimiser. Mais maintenant Non. on dit ça comme bonjour, oh t'es stressé, C'est ça. oh le stress. Voilà. C'est pas pour rien que, en fait, le stress, c'est de la santé mentale. Et depuis mars-avril 2025, la santé mentale est devenue une cause nationale, une grande cause en tout cas en France. Ce n'est pas pour rien. Grande cause nationale de la santé mentale. Ouais, donc c'est qu'il y a vraiment un réel problème et que la population est de plus en plus touchée. Mais surtout beaucoup aussi les femmes. Les femmes, Les femmes. on a la charge mentale. On doit gérer tout. Même parfois quand on a le conjoint qui aide, etc. C'est trop C'est nous. malgré tout. C'est trop. Ouais. Tout repose sur la maman en fait, Tout la femme. repose, la femme. Et il y a des femmes aussi qui sont dans des mariages où la belle famille est plus que présente. Donc c'est encore une charge encore plus Voilà, qu'on se rajoute encore exactement. sur les épaules. C'est ça. Et ces femmes-là, elles ne se reposent jamais. Moi, j'ai des personnes, elles viennent au cabinet et il n'y a pas quand on fait l'arbre de vie ou le cheminement d'une semaine, il n'y a pas un moment où il y a du repos pour elles. Mais ça, c'est très grave. C'est grave parce que sur le long terme, ça peut créer des conséquences dramatiques. Tu me parlais tout à l'heure d'AVC, de Ouais. crise cardiaque, mais est-ce que c'est pas aussi des conséquences dues à un trop-plein, Oui. une charge excessive? Mais en fait, c'est les personnes comme ça qui vont exploser un jour. Parfois même, on entend, oui, elle est décédée, mais on ne sait pas de quoi. Pourtant, elle allait bien. Ben non, elle n'allait pas bien, justement. Moi, les personnes, des fois, quand je les vois, j'arrive à déceler celle qui va bien et celle qui ne va Celles pas qui bien. font, il y en a aussi qui font semblant Et celles qui font que tout semblant. va bien Oh et là au là. final, ça va pas du tout. Non. Et ça, ces types de personnes-là, parfois, je pose une question, tu les vois, les larmes qui Les commencent larmes à qui monter. coulent, ouais. Ouais. Parce qu'elles sont limite au bord, en fait, de l'implosion ou l'explosion. Ce type de personnes-là, en fait. Mais est-ce que tu as au cabinet des femmes qui viennent juste pour parler, en fait? Oui. Juste pour avoir une oreille Oui. sans jugement, Oui. sans critique, quelqu'un qui va les écouter. Donc, tu es un peu psychologue, en fait, au final aussi, parce qu'elles viennent Ouais. pour parler avec toi, pour vider leur sac, parce que peut-être qu'elles n'ont personne Ouais. de leur entourage, de leur amis ou famille, peu importe, pour les écouter. Donc, Oui. tu as aussi un rôle D'écoute. d'écoute. J'en ai énormément. Il y en a qui me disent, bon, j'ai l'impression d'être avec une copine à qui je peux partager, alors que j'ai des copines, tout ce que je vous dis, je ne leur ai jamais parlé. Il y en a même qui oublient de payer à la fin, ils me disent, oh, je m'en vais. Voilà, mais pour moi, on était en discussion Ouais. avec amis. Il y en a qui me disent, qui ont vécu, par exemple, un décès, et tout le malheur qu'il y avait, enfin la tristesse, etc., jamais elles n'ont su en parler Ouais. devant la famille, etc., parce qu'on les voit comme des femmes fortes, etc. Il y en a, elles viennent juste pour parler, juste sortir tout ce qu'elles ont en elles, parler. Il y en a, elles viennent, au début, elles commencent à dire « Oh, je pleure, excusez-moi ». Je dis « Mais non, pourquoi vous vous excusez ? Pourquoi vous vous excusez ?» C'est Là- important de pleurer. Oui. On élimine en fait tout ce qui est toxine, on élimine. On élimine. Là, les larmes sont en train de dire, bon, au final, ton corps, il avait besoin de lâcher ça. Il y en a juste, le fait, j'ouvre la porte, je dis juste, est-ce que vous allez bien ? Larmes. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Parce que souvent aussi, il y a des femmes qui sont confrontées à un entourage qui minimise énormément. Ouais. Même quand ça va pas, oh, c'est rien. Est-ce que du coup, t'as pas aussi des femmes, comme on leur dit, non, c'est rien, elles gardent encore plus en elles, elles mettent encore plus une carapace parce qu'elles se disent, ça sert à quoi de toute façon, on va me dire, oh, c'est rien, ou le mari va dire, oh, c'est rien, ou personne ne va être attentif, personne ne va les écouter. Donc elles se chargent encore d'une double carapace, voire d'une triple carapace. Bah, c'est bien que tu m'en parles parce qu'à chaque fois, dans les 250 femmes, j'ai toujours un cas. Il y en a une, en fait, son époux ou son conjoint lui dit « Mais de toute façon, toi, tu es toujours fatiguée. » C'est vrai que cette phrase, on l'entend souvent. Tu es toujours fatiguée. Ou qu'est-ce que tu fais pour être fatiguée ? Voilà. Ou tu es à la maison parce que j'ai aussi des femmes
au foyer Au qui foyer. viennent. Ouais, je pense que ça doit être pire parce que les gens, ils comprennent pas qu'être à la maison, c'est encore pire que tout. C'est pire que tout. Sincèrement, pour l'avoir vécu un laps de temps, d'être à la maison, là, m'occuper des couches, de la maison, le ménage, Ouais. je respecte ces femmes. Je respecte vraiment ces femmes parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais elles ont une énorme charge mentale. Parce que souvent, l'homme, comme c'est lui qui ramène l'argent, les papiers, c'est elle, les enfants, c'est elle, les courses, c'est elle. Et elles n'ont pas de vie, genre... par Extérieure, exemple, elles n'ont pas de oui, vie sociale, en fait. c'est ça. Elles n'ont pas de vie C'est sociale. ça. Donc, c'est encore pire parce que non seulement là tu là. n'as pas de vie sociale, Ouais. mais en plus, tu n'as pas de vie tout court. T'as pas de vie. Parce T'as que pas tu de vie. t'oublies complètement. T'as pas de vie. Et ce type de femme, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que souvent, c'est les époux qui financent. Elles vont venir peut-être une ou deux fois. Ah oui, forcément. Voilà. Il y en a une, elle me dit, j'aurais aimé venir plus souvent, mais mon mari ne comprend pas pourquoi je viens ici. Si ta femme a besoin, paye simplement. Parce que les bénéfices, elle va quelque part, tu vas les vivre Bien toi sûr, aussi, bien en sûr. fait. Une femme qui est épanouie, c'est tout le foyer qui est épanoui. Il y a le soleil à la maison tout le temps, C'est ça, tu vois. exactement. Et alors qu'une femme qui est malheureuse, pour l'avoir vécue... Bah je oui, sais comme tu que- disais au début, tu devenais tyrannique, en fait, à la tyrannique. maison. Bah Mais oui. attends, j'avais un prénom. Amine Dada. Ah oui. T'imagines. Donc c'est comme ça qu'on t'appelait à la maison. À la maison, mon mari, c'était Amine Dada. Les enfants... Non, mais en fait, là, j'en rigole. Ouais. Mais avec le recul, tu dis, mais c'est très C'est grave. grave, hein, c'est grave. très C'était grave. tellement... En fait, t'étais toujours sur les nerfs. J'étais toujours sur les tendu. nerfs, tendu. Mais ça, les gens, ils comprennent pas, en fait, dans il y a des personnes, ton entourage, ils comprennent pas, mais pourquoi? Non. Mais ils te disent, mais pourquoi t'es toujours énervé? Comme ça, Mais pourquoi ouais. t'es toujours C'est fâché? ça. Pourquoi? Ouais. Mais en fait, ils comprennent pas qu'il Non. y a un problème, Il y a un en fait. problème. Et les gens, on doit peut-être éduquer aussi Oui. les gens à reconnaître certains signaux qui C'est font ça. qu'une femme, elle a pas envie d'être toujours chiante ou d'être Non. toujours fâchée. Non, non, non. Non, non, non. Une femme, elle a envie de rire comme tout le monde, d'être C'est ça. épanouie, c'est important. Bien sûr. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à reconnaître ces signaux? Au lieu de dire, oh, t'es tout le temps fâché, t'es toujours énervé, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ça, c'est en fait toutes les croyances. C'est pour ça que moi, sur mes réseaux sociaux, je tends vraiment à démocratiser ça en disant, en fait, on prend aucun plaisir à être fâché, à serrer les lèvres Bah jusqu'à je sais pas où. C'est qu'il y a un réel mal-être, en fait. Et qu'on arrête avec les croyances de dire, au fait, nous, les femmes noires, on est fortes. Ouais. Ça aussi, j'en ai marre d'entendre ça. Pourquoi on serait plus forte que d'autres, en Plus que fait? les autres, ouais. Non. À un moment, on est comme X, Y, Z. On a nos moments de vulnérabilité. Bien sûr. On a besoin de repos. Nous ne sommes pas des machines. Ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent, la femme africaine est beaucoup plus résistante à la douleur Oui. et beaucoup plus apte à porter Oui. des charges lourdes. Mais c'est Ouais. vrai que ce sont Mais des mythes, non. on est des femmes comme toutes les Nous autres. sommes comme toutes les Et autres. c'est vrai que c'est aussi un poids à porter. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'au final, tu te dis que tu n'as pas le droit. Non, c'est Tu ça. n'as pas le droit. Exactement. Et on a le droit. Et on a le droit. Et on a le droit. Et je dirais même, on va se donner le droit de. Moi, c'est ça, hein, mon mari que j'aime de tout mon cœur. Mes enfants, pareil. Je suis fatiguée. Tu peux me parler dans toutes les langues. Hein. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, c'est moi d'abord. C'est ça. Il faut qu'on apprenne à dire Oui. non. Non. tout Quand je ne simplement. veux pas, j'ai pas envie. Et sans regret, sans remords. Il faut qu'on apprenne à dire non. On demande un service, tu ne veux pas le faire, je n'ai pas envie. On te demande quelque chose, je ne veux pas. Et il faut qu'on accepte de pouvoir dire non, que Non. c'est un droit. On a le droit de dire non Oui. et de ne pas culpabiliser. Parce que des fois, on dit non Mm. et on culpabilise. C'est ça. Pour ma part, il n'y a aucune culpabilisation, culpabilité, rien. Parce que c'est son bien-être. Il faut qu'on arrive à se C'est dire que ça. le bien-être, son bien-être avant tout. Parce que si C'est on n'est ça. plus là, Ouais. la vie continue. Voilà. Mais toi, tu n'es plus là. Et moi, je suis plus là. Mais la vie, elle continue pour les autres. Et Tout à toi, tu fait. as perdu, en fait, C'est toi. tu as perdu ta vie, en fait. Exactement. Là, c'est le message vraiment que j'aimerais dire à toutes les femmes, là. On arrête avec toutes les croyances, toutes les choses, etc. Les masques que l'on porte juste pour plaire ou juste pour satisfaire peut-être l'ego d'un homme ou d'une belle-mère. Faire plaisir ou à la d'un- famille, faire plaisir à la belle famille. Ouais. Premier plaisir, c'est toi d'abord. Est-ce que ce que tu vas faire t'apporte du plaisir? Si ça ne t'apporte pas de plaisir, pourquoi tu le fais? Parce que dis-toi une chose, c'est que ton corps, il va enregistrer ça. Mm. Et s'il y a une situation qui s'en rapproche, stress. Mais est-ce qu'on n'a pas peur aussi d'être taxé d'égoïste? Oh, toi, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Ah si, ils vont le dire au début.
Ils vont le dire au début. Ou tu as changé. Oh Tu my as changé. God, t'as changé. T'as changé, tu n'es plus... Mais pourquoi? Oui, bah On oui. me l'a tellement dit ça. Même mon mari, là, doux et tout, t'as changé, hein, t'es plus comme avant. Ouais. Bah normal, j'ai voulu. Alors je lui dis, si je retourne comme avant, là, est-ce que tu vas revivre tout ce que tu as vécu, etc. Finalement, non. Non. Bah voilà. Il faut que les gens aussi acceptent le changement. On doit être aussi dans C'est l'acceptation. Ouais, l'acceptation. Et c'est nous d'abord que nous, on puisse accepter. Parce que si toi, tu acceptes, t'inquiète pas, c'est comme un peu l'énergie, ça va se dégager, ça va se ressentir. Ton positionnement là, je suis solide dans mes baskets de dire non, j'assume, je ne culpabilise pas, bah, ça va se ressentir. Ça Les va se personnes, ressentir. ils vont même pas oser. Mais ça, il faut aussi que les femmes, elles aient... comment dire, cette force en fait de se dire, ok, moi je suis bien dans mes baskets comme tu as dit, je suis ancrée dans ma position, je ne change pas de direction et j'assume de dire non et j'assume de faire de moi ma priorité. C'est ça. Et ça, je pense qu'aussi pour beaucoup de femmes, c'est un petit peu compliqué. C'est difficile parce que peut-être elles ont peur d'être remplacées, elles ont peur d'être... Hein, tu rigoles? Ouais. Il y en a beaucoup, c'est ça. Ou sinon, elles ont peur que leur mari prenne une autre femme. Moi, j'ai vu, à un moment, je faisais beaucoup de salons. Il y a des femmes qui allaient prendre les secrets de femmes, etc. Une aberration. Elle disait, oui, je prends ça pour faire plaisir à mon mari. Et quand j'entendais ça, je me suis dit, mais donc... C'est-à-dire, tu te fais même pas plaisir à toi, c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà. Au risque que toi, ça te crée des choses ou que ça te mette mal à l'aise. Oui, mais le corps, lui, il enregistre. Hein. Inconsciemment, il va enregistrer que, bon, tu as fait ça pour lui, mais que toi, tu n'es pas bien. Donc, encore une autre source de stress et que tu vas même pas faire le lien, en fait. Il y en a beaucoup, c'est ça, c'est parce que j'ai peur de perdre, donc je subis. Mais excuse-moi, si tu perds là, peut-être que tu en as 10 qui t'attendent, mais que toi, tu ne vois pas, en fait. Donc, en gros, en fait, là, on est en train de comprendre que nous-mêmes, on se crée notre propre stress aussi. Ah, bien sûr. On est un petit peu responsable de ce stress parce qu'on accepte des situations qu'on ne devrait pas accepter, où on se met des choses en tête qu'on ne devrait pas, on se rajoute des problèmes, des difficultés. Donc, en fait, on est un petit peu responsable aussi de se rendre irremplaçable, de se rendre disponible tout le temps, d'être toujours en avant, toujours regarde à vous. C'est ça. À la maison, oh, il y a un truc, on est un petit peu responsable, en fait, aussi. Oui, totalement. Pour l'avoir vécu, moi, c'était ça. Hein, je prenais tout à bras-le-corps, etc. On lâche pas prise. Hein. On lâche pas prise. Mais ça, là, en fait, ce comportement-là, c'est nous nuire ou nous auto-saboter, comme on dirait, en fait. Et là, en quelque sorte, excuse-moi, hein, c'est comme si tu prenais toi-même la pioche et que tu es en train de creuser ta tombe, en fait. Voilà. Tu es en train de creuser ta tombe en douceur. À un moment, en fait, si l'homme a créé la femme et qu'on vit ensemble, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a créé plusieurs... la collectivité, tout simplement, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu ailles voir telle personne quand ça ne va pas, etc. Mais de dire, je garde tout pour moi, non. Donc en fait aussi, nous les femmes, on devrait arrêter de se dire je fais pour faire plaisir, par peur d'être remplacée, parce qu'au final, on devrait plutôt inverser les choses. Se dire je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout supporter, et si telle ou telle personne est avec moi, elle devrait justement prendre aussi ce relais. Donc s'il ne prend pas ce relais, c'est que peut-être il ne veut pas mon bonheur. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à inverser cette mentalité, en fait, au lieu de se dire « je fais tout pour lui », pourquoi lui aussi il fait pas pour moi? Pourquoi ce serait toujours la femme qui devrait en faire plus, toujours devoir prouver, toujours devoir porter, toujours devoir tout faire? Pourquoi, en fait? Toi, comment tu expliques ça? C'est culturel, c'est traditionnel, c'est dans nos gènes, C'est culturel, c'est traditionnel, parce que parfois, en fait, on a vu nos mamans faire, nos mamans ont vu nos grands-mères faire, ainsi de suite, etc. On se dit, bon, c'est dans la lignée, ça fait partie de notre identité. Si moi, je casse ça, je vais être en dehors du groupe. Nous sommes des êtres de groupe, en fait. Donc, j'ai pas envie d'être à l'extérieur, donc je vais faire comme tout le monde pour plaire. Mais simplement, tu peux justement, de par ta personnalité, tout ce que tu vas mettre en place, être toi tout simplement, justement faire en sorte que le groupe puisse changer. Moi, je sais qu'avant, il y avait des difficultés par rapport à ma maman, ou des visions faites, ou même des croyances qu'elle avait, mais du fait que moi, par exemple, je vais lui expliquer des choses, etc., elle change, elle me dit, oui, t'as raison. Elle me dit, Habibata, t'as raison et tout, c'est ça, machin.
Je dis, bah oui. Mais si on se dit tous, on reste comme ça, là, mais en fait, on est en train de faire des clones de jusqu'à quand, en Bien fait? sûr, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais alors ça, c'est bien quand on a des personnes qui sont quand même réceptives, qui comprennent et Ouais, qui sont ouvertes à la discussion. Mais on a aussi des personnes qui vivent dans le déni, ouais. qui sont ancrées dans quelque chose, on va dire dans leur bulle. Et c'est difficile en fait d'avoir une communication avec ces personnes-là. Alors, Ouais. qu'est-ce que ces femmes, elles peuvent faire en fait face à un mur, on va dire? Parce que Mm. c'est littéralement, c'est un mur face à un mur. Quelqu'un qui comprend pas, quelqu'un qui veut pas comprendre. Parce que des fois, je pense qu'ils vivent dans le déni. Ouais. Ils ne veulent pas comprendre parce que ça les arrange pas. C'est ça. Et là, sincèrement, je dis que c'est une situation difficile. Pour ma part, me connaissant, je me dis, en fait, moi, je m'en vais. D'accord. Mais tout le monde n'est pas Oui, prêt. non, tout le monde n'est pas prêt, Tout- tout le monde n'a pas ce courage Tout et le monde cette n'a pas ce force courage. de se dire Tout le je monde n'a m'en pas vais. les ressources. Moi, Ouais. je sais que si je devais partir, je pourrais trouver un travail, je pourrais faire n'importe quoi, peu importe. Mais il y a des gens, on leur a tellement dit des choses, parce que là, le cerveau, il enregistre, Il enregistre. des choses en disant, bon, tu n'arriveras à rien sans moi. Une personne qui a toujours entendu ça toute sa jeunesse, à l'âge adulte, elle entend ça, elle ne fera rien, Ouais, il y a en un fait. blocage, Il y a en un fait. blocage. Il y a un blocage. Là, c'est de travailler et de déprogrammer ça, en fait. Toutes ces choses-là, ça arrive. Hein. C'est tout à fait possible de dire, bon, bah voilà, c'est pas parce que des générations avant moi, on a toujours fait comme ça, qu'on continue, Qu'on quoi, en fait, à continue. répéter. Non, tu déprogrammes ça et tu te formes, tu pars, quoi, en fait. Il faut que les femmes se soignent, en fait. Oui, oui. Il faut que les femmes se soignent. Les femmes, on doit se soigner. Moi-même qui suis là aujourd'hui, chaque jour, je tends à m'améliorer. Et si je dois aller, par exemple, voir un psy, même aujourd'hui Il n'y a encore, pas de honte. En fait, il faut casser aussi ces tabous. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou. non, on n'est pas fou. Parce que forcément, les gens vont associer ça. Tu vas voir un Non. psy, ah oui, il y a quelque chose qui manque dans ta tête. Or que non. Il y a une problématique aujourd'hui à traiter. En nature, on parle de la cause. Hippocrate disait, cherche la cause de la cause de la cause. Là, tu as une problématique. Tu vas voir la psy ou une autre thérapeute ou un psychologue. Ils vont t'aider à dénouer tout ça. Ça y est, tu l'as dénoué, tu avances. On passe à autre chose. On passe reste à pas autre- bloqué. Ouais, c'est ça. À ruminer des choses. Tu vas ruminer, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ta mort. Alors que là, tu as une problématique. Moi, si je vois qu'aujourd'hui, j'ai une problématique, je prends Doctolib, bam, j'appelle, j'y vais. Psy, psychiatre, ergo, peu importe, j'y vais. Et là, ça, c'est notre responsabilité en tant que femme. On n'attend pas que l'homme fasse, on n'attend pas que la sœur fasse, on n'attend pas que la mère, elle fasse, peu importe. C'est notre responsabilité. Et c'est ce que moi, je ne cesse de dire aux personnes, c'est ta responsabilité. Ta santé, ton bien-être, c'est ta responsabilité. Ouais, il doit plus y avoir ces tabous, cette gêne en fait peut-être. Non. On est en 2025 quand même. Oui. Les femmes doivent se soigner, doivent se lever et Oui. se dire que si j'ai un problème, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème à aller voir un spécialiste qui a été formé, Exactement. qui est là pour ça. C'est ça. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose qui est difficile parce que je pense que les femmes, on a trop peur du regard. Ouais. Du rejet, cette sensation d'être rejetée, d'être mise à l'écart, Oui. d'être pointée du doigt, que ce soit par la famille, par les amis, par la belle famille, par l'entourage. Il y a encore trop ce poids, en fait. On veut tellement être parfaite aux yeux des autres qu'on oublie qu'on doit d'abord être parfaite pour nous, en fait. C'est nous d'abord. Briller pour soi. Les autres, de toute façon, quoi qu'il advienne, tu n'auras jamais l'unanimité. Non. Jamais. Il y en a, ils vont dire, ah, ta mèche, là, ça va pas. Ah, tes sourcils. Ouais, il y a vont toujours pas. quelque Il y a chose. toujours Ouais. quelque On peut pas chose. plaire à tout le monde. Non. Ouais. Fais des choses qui vont te faire comme si tu avais le soleil à l'intérieur de toi, quoi, en fait. Des choses qui vont t'éclater, ou quand tu vas te coucher, t'as pas de satisfaction. satisfaction de t'être réalisé, en fait. Et là, encore une fois, comme tu l'as si bien dit, ça passe par toi, te soigner, te faire accompagner. Donc toi, maintenant, tu as ton cabinet, Oui. Habi Bien-être, Oui. où tu aides des femmes, tu Tout à fait. reçois des femmes. Donc, tu es naturopathe, alors, maintenant. Oui, je suis naturopathe. D'accord. Et c'est quoi les techniques, en fait, que tu utilises vraiment pour aider ces femmes? Comment tu fais pour qu'elles se sentent mieux, pour qu'elles, voilà, enfin, que ça débloque des choses, en fait? Alors, en fait, j'ai mis 4 cordes à mon arc. En fait, tu as le côté naturopathie qui est le socle, la base, en fait. Parce que dans la naturopathie, tu vas retrouver les massages, tu vas retrouver l'alimentation. Moi, il y a un point d'orgue sur l'alimentation. Parce que dans notre société, il y a tout plein de carences qui ont un impact encore sur notre santé mentale. Il va te manquer, par exemple, de la sérotonine. La sérotonine se trouve à 80% dans nos intestins.
Et ça, il est en déséquilibre, tu dors pas. D'accord. Si tu ne dors pas, tu es irritable. Tu peux plus réfléchir. Oui, en fait, ça engendre plein de petites choses, en fait. Un petit C'est truc, ça. tac, 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 ça monte, en fait. Voilà. Et il y a la partie gestion émotionnelle avec l'EFT, et il y a la partie massage et la partie mouvement. Parce que la sédentarité aussi, c'est des Bien problèmes sûr, de santé. ouais. Toi, tu le sais, t'es sourd. Et donc, moi, en fait, quand la personne, elle décide de prendre un rendez-vous, je vais envoyer un questionnaire. À partir de ce questionnaire-là, je vais dire, bon, OK, la première séance, on va se focus sur tel aspect. Deuxième séance, on va là-dessus. L'idéal, c'est de partir sur l'accompagnement de 6 semaines. On y va, on va décompter tout plein de choses. Il y a des personnes qui viennent en one shot, elles ont besoin, c'est OK. Tu peux venir pour faire ta séance de massage, c'est nickel. Et après, tu as les personnes qui veulent se faire accompagner sur 6 semaines. Et là, on va travailler sur l'aspect émotionnel, sur le sommeil. Et il y a le côté aussi développement personnel que j'ai rajouté. Je suis certifiée coach en développement personnel parce que ça aussi, encore une fois, c'est important de se connaître. Une fois que tu te connais bien, peu importe ce qu'on va te dire. Même tu te connais, de toute façon, tu te connais et tu t'assumes. Très bien. Tu t'assumes. Abby, dis-nous, quel conseil rapidement tu pourrais donner comme ça aux femmes qui nous écoutent? Peut-être certaines se reconnaissent dans ta situation, certaines ont des troubles, ont des carences, vivent un moment difficile. Quel est le premier conseil pour toi, la chose la plus importante pour que ces femmes, enfin, elles se lèvent, même si c'est pas d'un coup, ça va pas se faire d'un coup d'un seul, mais au moins le premier pas, le premier step pour sortir de là, en fait? Premier step, c'est de se faire accompagner. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ça. Comme je l'ai dit dès le début, il y a les psys. C'est de dire, bon, bah voilà, il y a une personne qui fait ça, je me lève. Et j'y vais. Je fais la première étape, c'est ça. D'accord. Donc la première étape, c'est de se faire accompagner, ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Ne pas se dire que non, il y a des professionnels, ils sont là, ils sont pas dans le jugement, ils sont dans dans l'écoute. Et la bienveillance. Ils vont pas divulguer votre vie parce qu'il y a le secret professionnel. Tout à fait. Il faut franchir ce pas de se faire, que ce soit psychologue, psychiatre, naturopathe, c'est ça. Peu importe, même coach sportif. Même coach, non mais clairement. Non mais c'est important, c'est important, mais de se faire aider, au moins d'aller voir une personne. Et là, à partir de ce moment-là, on a mis un premier pied. Et normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce qu'on va tracer notre route, parce qu'on va prendre conscience que finalement, ça fait du bien. Et qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, ou la personne que tu vois là, elle était comme moi, et là, elle s'en est sortie. Donc, pourquoi pas moi, en fait. Donc, et toi, tu fais que les femmes? Je fais que les femmes. Voilà. Tu as choisi de ne suivre que les femmes, parce que tu te sens plus apte à traiter les femmes, et tu as vécu. Oui. Donc, forcément, c'est plus simple pour toi, n'est-ce pas? Oui. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez jamais, avancez avec votre force, vos émotions, vos faiblesses et votre lumière, parce que vous les femmes, chaque histoire compte. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Abby. Avec plaisir. Merci à toi. Et à bientôt pour un prochain épisode. À très vite.